Bon, cette fois-ci on y est. Dernière petite vidéo sur la Turquie où on vient d'y passer plusieurs mois. Et il fallait bien se douter qu'un jour, ce périple turc prendrait fin. Nous sommes des voyageurs après tout, et l'appel vers d'autres contrées nous assaille. Mais avant cela, nous avons encore quelques découvertes et moments intenses à y vivre. On se retrouve dans la Siksaray qui signifie palais ouvert ou palais d'été en turc. Et c'est avec une certaine curiosité que nous allons explorer ce site historique datant de l'époque byzantine et de l'Empire romain. Ce palais s'étend sur une vaste étendue, un ensemble architectural impressionnant creusé dans la roche volcanique. Il aurait été utilisé comme palais d'été pour les empereurs byzantins et de lieu de résidence et de protection pour les dignitaires. Cet ensemble monumental a été conçu de manière stratégique, avec des tunnels, des passages souterrains et des portes de défense pour assurer la sécurité et la fonctionnalité du complexe. On pensait être les seuls dans cette immensité, mais son implantation et la chaleur qui y règne fait de cet endroit le royaume des reptiles. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire. On passe devant le fameux Mantar, ce rocher étonnant et rodé en forme de champignon. Nous traversons cette grande étendue parsemée de maisons troglodytes et de pigeonniers, ce qui nous a servi de cache pour la journée entière. Ce terrain de jeu est vraiment grandiose. Allez, viens, et suis-nous. On t'emmène dans un endroit fascinant que nous ne sommes pas prêts d'oublier. C'est au lac Tous que nous allons en prendre plein la vue. Pour la petite histoire, ce lac s'étend sur une superficie d'environ 1665 km², ce qui en fait l'un des plus grands lacs salés du monde. Il n'a pas de sortie d'eau vers la mer et les minéraux s'accumulent progressivement au fil du temps. Lorsque l'eau s'évapore en été, une croûte de sel se forme à la surface du lac, offrant un paysage d'une beauté saisissante. Les vastes étendues de sel blanc brillant s'étendent à perte de vue, créant un spectacle irréel. Crois-moi, la Turquie recèle des trésors insoupçonnés, et tous les jours elle nous apporte son lot de découvertes et de rencontres. On passe à la logistique. On refait le niveau d'eau dans un cimetière, pour ensuite, au milieu de nulle part, refaire le niveau de carburant dans une station-service, sans diesel ni essence. Donc, on n'utilisera que le service, et on y prendra un thé. Le voyage n'est fait que d'imprévus, et parfois cela peut faire peur. Mais nous on s'en fout, on n'avait rien prévu. Tiens, un peu d'histoire, ça fait jamais de mal. Nous sommes en pleine époque byzantine dans la ville souterraine de Kemakli, datant de plus de 3000 ans. Les habitants creusaient des tunnels complexes pour se protéger des attaques. Elles étaient utilisées comme un lieu de refuge pour les communautés locales en cas d'invasion ou de conflit. Même principe pour Derinkuyu. Cette ville souterraine est considérée comme l'une des plus grandes de la région de la Cappadoce. Claustrophobe, s'abstenir. Elle compte encore plusieurs niveaux et peut accueillir plusieurs milliers de personnes avec des passages qui descendent jusqu'à une profondeur de 85 mètres. On va retrouver la surface et le soleil dans la vallée d'Ilara, une magnifique vallée située en Cappadoce dans la région centrale de la Turquie. Elle est réputée pour ses paysages spectaculaires, ses falaises escarpées et ses rivières sinueuses. Si tu te sens, un sentier de randonnée existe qui suit le cours de la rivière sur une distance d'environ 14 km, où tu pourras découvrir les églises, traverser des ponts en bois et de profiter des paysages hallucinants. Loin de l'agitation des zones urbaines, la vallée d'Ilara est souvent décrite comme un havre de paix et de tranquillité. Les vues panoramiques à couper le souffle apportent une ambiance relaxante et apaisante. La vallée d'Ilara est également un site archéologique important, abritant de nombreuses églises rupestres historiques creusées dans les falaises.
C'est au petit matin que nous allons faire un survol de la Cappadoce en ballon. Au moment de quitter le sol, une petite appréhension se lit sur le visage de Tao. Mais le spectacle est total. Le lever du soleil sur ce panorama est d'une pure beauté. Yuppie! Thank you. My name is Navy, okay? Bien sûr, Joe et Tao ont décroché avec brio leur certificat de premier vol en ballon. Pour ma part, j'ai été recalé pour cause de surpoids et pour non-respect des règles de sécurité. Bref, la Cappadoce, cette région semi-aride du centre de la Turquie, est réputée pour ses grandes formations rocheuses en forme de cône. Les maisons de l'âge de bronze, sculptées dans les parois par les troglodytes, étaient utilisées comme refuge par les premiers chrétiens. C'est ce qui nous amène tout naturellement à Gorem. Mesurant plus de 100 mètres de profondeur, le canyon offre un panorama de rêve. Et Gorem est l'une des destinations les plus emblématiques et renommées pour ses formations rocheuses uniques et ses paysages lunaires. On ne pouvait pas passer à côté du château d'Uccisar, qui est le point culminant avec ses 179 mètres de haut et qui est le centre de la région de la Cappadoce. C'est l'une des attractions touristiques les plus populaires, avec une histoire, un emplacement et un style architectural bien particulier. Le château d'Uccisar, depuis lequel on observe le coucher du soleil, est une expérience magnifique et a été sélectionné par l'UNESCO comme patrimoine naturel et culturel extraordinaire du monde. Nous arrivons à Pigeon Valley. C'est l'une des vallées les plus célèbres de la région de la Cappadoce. Elle doit son nom à la présence de nombreux pigeonniers taillés dans les formations rocheuses qui la bordent. Ces structures en pierre étaient autrefois utilisées pour accueillir, bien évidemment, des pigeons. Ils jouaient un rôle important dans l'économie locale. Les pigeons produisaient du fumier utilisé comme engrais pour les cultures, tandis que leur fiente était également utilisée comme matériau de construction. On était bien écolo à l'époque. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors qu'aujourd'hui, tout se fabrique et tout se jette. Autre endroit magique et une destination pittoresque, c'est la vallée de l'amour, également connue sous le nom de vallée imaginaire. Les formations rocheuses ressemblent à des sculptures naturelles et évoquent des formes familières telles que des animaux, des visages, des objets fantastiques. Pour ma part, cela m'a évoqué plutôt des objets érotiques. Ces phallus géants dressés droit vers le ciel qui feraient pâlir Rocco Siffredi est un appel sans détour à l'amour. Moi je l'aurais renommé Pornographic Valley, mais les guides touristiques plus consensuels ont préféré le surnom de Valley of Love. En raison de son nom évocateur, la vallée de l'amour est également connue pour son atmosphère romantique, où beaucoup de jeunes couples mariés viennent se faire tirer. Qu'on s'entende bien, se faire tirer le portrait, bien évidemment. La vallée de l'amour est un endroit unique en Cappadoce, où l'on peut, au-delà du panorama, savourer le vin local, chauffé au feu de bois. Putain que c'est chaud, mais c'est bon.
Après cet intermède érotique et après la Cappadoce vue du ciel, on va la faire en quad et se perdre dans ce paysage hors du commun. Équipés de nos casques du Troisième Reich, nous allons chevaucher nos montures telle la horde sauvage. Nous faisons des arrêts au gré des monuments et des panoramas. Tu peux voir le style particulier de ma chérie. Toute la Cappadoce s'en souvient. Moi je te le dis, elle a fait fureur. Sur notre route, la petite ville pittoresque de Avanos, connue pour son artisanat traditionnel et son patrimoine culturel. Avanos est réputée pour sa poterie qui remonte à des milliers d'années. Tao, toujours en quête d'apprendre, veut s'essayer à la poterie. Ah, il est beau mon fils. Pas sûr qu'il rivalise de sensualité avec Demi Moore dans Ghost, mais au moins ce sera un souvenir de plus dans le panier de sa mémoire. Et c'est reparti, nous nous approchons de l'Iran, au Kurdistan turc. Quand au détour de notre route, une famille nous invite à participer à l'Aïd Halada, ou Aïd al-Kébir, ou Grand Aïd. Cette fête est célébrée le dernier mois du calendrier musulman, en commémoration du sacrifice d'Abraham, et qui coïncide avec le pèlerinage à la Mecque. La tradition est de sacrifier un mouton lors de cette fête et de partager le repas avec la famille, ou bien avec des personnes importantes. Pour le coup, c'était un buffle que nous avons eu l'honneur de partager avec cette famille kurde. On aura des plans. Moi qui fais la cuisine. Le palais d'Ishaq Pasha est un palais du XVIIe siècle du même type que celui de Topkapi ou d'Edierne. Il se trouve sur l'ancienne route de la soie à une trentaine de kilomètres de la frontière iranienne, dans un endroit semi-désertique proche du mont Ararat. Il est considéré comme l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture ottomane en Anatolie. Sa position stratégique, sur une colline, offre une vue panoramique sur la vallée environnante. Il a été conçu non seulement comme une résidence, mais aussi comme une forteresse défensive. Nous sommes toujours en Turquie, mais dans l'ancienne capitale arménienne. Ani est située sur un plateau rocheux, battu par les vents et traversé par un canyon qui forme la frontière entre Turquie et Arménie. Au cours des années 1980, la région est devenue l'une des frontières les plus impénétrables du monde, où l'Union soviétique, héritière de l'Empire russe, fait face à l'OTAN avec son allié turc. L'ancienne capitale arménienne était à nouveau un no man's land. Entourée de kilomètres de barbelés et de champs de mines, elle fut sacrifiée à la logique de la guerre froide jusqu'au milieu des années 1990. Finalement, la ville a été abandonnée et laissée en ruine, tout comme ses habitants, délaissés par la communauté internationale et sans aucune ressource. Les voyageurs au long cours vivent les émotions pleinement, et ils ne sont pas que de passage. Et la visite de Ani a été et restera une trace à jamais. Cette cité était autrefois une ville prospère et animée, considérée comme l'une des plus grandes villes médiévales du monde. La cité de Ani était un centre politique, religieux et commercial important, et célèbre pour ses églises,
certaines étant considérées comme des chefs-d'œuvre de l'architecture médiévale. Elle est également considérée comme un symbole important de l'histoire arménienne et un lieu de pèlerinage pour les Arméniens du monde entier. Une atmosphère de plomb pèse sur cet endroit qui nous a laissés sur les fesses. Mais surtout, nous laissons ces Arméniens en territoire turc à leur triste sort. Malgré tout leur malheur, ces habitants nous ont reçus comme jamais. Et crois-moi, leur dire au revoir a été un déchirement indescriptible. Après avoir séché nos larmes, on se retrouve au monastère de Soumela. Monastère orthodoxe grec dédié à la Vierge Marie, il est situé à une altitude d'environ 1200 mètres au pied d'une falaise abrupte. Ce monastère se situe dans la région de Trabzon, capitale culturelle et historique de la région de la mer Noire. Construit vers l'an 386, la légende affirme qu'après la découverte d'une icône de la Vierge Marie dans cette montagne, 2 moines grecs ont décidé d'y établir un monastère. Les fresques sur les façades extérieures et intérieures encore préservées aujourd'hui sont d'une beauté saisissante. Je crois qu'on y est. On y arrive dans ce dernier village du nord-est de la Turquie qui sera le point final de notre extraordinaire périple de plusieurs mois dans ce pays immense. Ce gentleman farmer nous accueille avec une bienveillance comme tous ceux qui nous ont accueillis dans ce pays. Nous avons partagé tant et tant de choses. Le voyage touchait à sa fin, marquant la conclusion d'une aventure inoubliable. Dans cet instant suspendu entre le passé et l'avenir, nous ressentions un mélange d'euphorie et de mélancolie. Les adieux pour ce pays étaient difficiles, car chaque endroit visité avait laissé une empreinte indélébile. Les rues animées, les panoramas grandioses et les conversations partagées semblaient s'accrocher aux souvenirs. Alors que nous vivions nos derniers instants en Turquie, une autre histoire s'éveillait à l'horizon. Les nouveaux défis et les nouvelles rencontres seront toujours notre quotidien. L'inconnu se déployait devant nous avec son cortège de promesses et d'aventures à venir. Dans le mouvement de la vie, chaque fin d'un voyage n'est qu'une transition, préparant le terrain pour un nouveau départ et ainsi continuer notre route avec l'espoir de nouvelles découvertes, où l'on s'épanouira à nouveau, où nos rêves deviendront réalité.